Imaginez que vous entrez dans une cuisine il y a plus d'un demi-millénaire. La pièce est sombre, éclairée seulement par la lumière vacillante d'un feu ouvert. De la fumée s'échappe du plafond, piquant les yeux, et dans l'air se mélangent les parfums de bois, d'épices et de nourriture cuite. Dans un coin au-dessus du foyer pend une grande marmite suspendue à une chaîne, dans laquelle bouillonne silencieusement une bouillie épaisse. Sur le sol d'argile se trouve un seau en bois rempli d'eau, et autour du feu est assise la famille, tous attendant avec impatience que le plat soit prêt. Au Moyen Âge, la cuisine était véritablement le cœur du foyer. Pourtant elle ressemblait et fonctionnait de manière complètement différente des cuisines modernes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous apprendrez à quoi ressemblait la cuisine à l'époque des châteaux et des chaumières de serre, de quoi se nourrissaient les gens d'alors et quelles astuces ils devaient connaître pour se débrouiller sans les commodités d'aujourd'hui. Dans un moment, nous révélerons non seulement les secrets de la cuisine rurale ordinaire, mais nous jetterons aussi un coup d'œil dans les cuisines animées des châteaux, où l'on préparait des festins pour les rois. Préparez-vous pour un voyage dans le temps vers un monde où la flamme du feu était le seul fourneau, où l'eau était portée du puits et où chaque repas était une petite victoire contre la faim et l'adversité du destin. À la campagne, loin des châteaux de chevaliers, la journée dans une chaumière médiévale commençait tôt le matin. La maîtresse de maison rallumait encore avant l'aube le foyer, à partir des braises de la veille. Maintenir le feu pendant la nuit était plus simple que d'en allumer laborieusement un nouveau le matin, à l'aide de silex et d'amadou. Le feu ouvert sur le sol d'argile ou de pierre représentait le seul endroit pour cuisiner et se chauffer. La plupart des maisons ordinaires n'avaient initialement même pas de cheminée. La fumée âcre se répandait donc dans toute la pièce et ne s'échappait que lentement par une petite fenêtre ou un trou dans le toit. Rester près d'un tel feu était un supplice larmoyant. Les yeux habitués à la fumée faisaient partie de la vie de nos ancêtres. Ce n'est qu'avec le temps que la commodité sous forme de cheminée se répandit aussi dans les bâtiments ruraux, aspirant la fumée vers le haut et améliorant la respiration dans la cuisine. Au début, c'était un luxe des maisons urbaines plus riches et des résidences seigneuriales, mais la fin du Moyen Âge et le début de l'époque moderne apportèrent les cheminées même dans les chaumières des gens ordinaires. La cuisine rurale était simple. Toute la chaumière consistait souvent en une seule pièce, la chambre commune, qui servait à la fois de cuisine, salle à manger, chambre à coucher et salon. Le foyer se trouvait généralement au centre ou dans un coin de la chambre commune. Au-dessus pendait parfois une simple marmite métallique suspendue à un trépied ou une chaîne fixée à une poutre du plafond. Autour du feu, il n'y avait pas de plan de travail ni de fourneau, juste quelques tabourets bas ou bancs où l'on pouvait s'asseoir et travailler. La vaisselle et les ustensiles étaient rares. Le plus important était justement la marmite, pour cuire toutes sortes de choses, puis peut-être une ou deux poêles d'argile ou de fer, des bols en bois et des cuillères pour les membres de la famille. Les couteaux étaient un outil universel. Ils servaient lors de la cuisine et lors des repas. Les gens ordinaires ne connaissaient pas les fourchettes, et s'ils les connaissaient, ils les considéraient comme une extravagance des riches. Au lieu d'assiettes, on mangeait souvent dans un plat commun où on utilisait des pains plats et des galettes comme support sous la nourriture. La nourriture quotidienne des gens simples était simple mais consistante. Le plat principal était constitué de diverses bouillies et soupes. Par exemple, une bouillie épaisse de pois ou de céréales pour une commodité presque quotidienne. Dans une grande marmite, on mélangeait de l'eau, des céréales concassées, comme l'avoine, l'orge ou le seigle, ou des légumineuses, et on faisait cuire le tout longtemps, au-dessus du feu, jusqu'à obtenir une bouillie dense. Il était possible de l'assaisonner avec un peu de sel, des herbes du jardin, persil, aneth, ail, ou des légumes racines, s'ils étaient à portée de main. Les paysans pauvres cultivaient souvent du chou, des oignons, de l'ail, des navets ou des rutabagas, qui enrichissaient les soupes en saison et en hiver, pouvaient être stockés dans la cave ou enterrés dans le sable pour qu'ils se conservent. Le chou était mis en tonneaux comme choucroute, ainsi ils avaient des vitamines même pendant les mois froids.
Pratiquement chaque jour, on cuisait ou on mangeait du pain, qui était perçu comme un don de Dieu et la base de la subsistance. Le pain était préparé à partir de farine grossièrement moulue, souvent de seigle ou d'un mélange de céréales, et était sombre et dur. Le pain blanc de blé était une affaire luxueuse destinée principalement à la noblesse et aux bourgeois. Le simple paysan mangeait du pain de seigle ou d'orge. Les familles villageoises n'avaient généralement pas leur propre four en pierre. Au lieu de cela, elles cuisaient soit de simples galettes sur une pierre ou dans les cendres du foyer, soit allaient cuire leur pain dans le four communal qui appartenait au seigneur. Là, ils faisaient cuire de temps en temps dans le grand four préchauffé plusieurs miches qui duraient ensuite à la maison peut-être une semaine. Le pain dur se mangeait trempé dans la soupe, où on en faisait de la chapelure pour la bouillie. La journée ordinaire se composait de 2 repas principaux. On déjeunait déjà vers midi, parfois tranquillement à 10 ou 11 heures du matin. Et on dînait tôt le soir, dès que les travaux au champ étaient terminés, souvent vers 5 ou 6 heures. Le matin n'était pas considéré comme un repas complet. Les gens, après le réveil, prenaient donc juste quelque chose de petit, peut-être un morceau de pain, du fromage ou un reste de bouillie du soir, pour chasser la faim avant le travail. Les repas principaux de la journée, la famille les prenait alors ensemble, souvent dans un plat commun autour d'une table en bois simple, s'ils en avaient une, ou simplement autour du foyer. Le repas avait une signification rituelle. C'était un moment où tous se rassemblaient, priaient et partagèrent le plat modeste. Même si les portions étaient modestes, pour les gens qui travaillèrent dur, la nourriture avait une grande valeur et personne ne la gaspillait. La viande n'apparaissait sur la table des pauvres que rarement. Les animaux domestiques, poules, chèvres, cochons, étaient des biens précieux et on ne les tuait qu'exceptionnellement. Par exemple, l'abattage du cochon avait lieu généralement une fois par an, le plus souvent en automne ou en hiver. Alors la famille faisait bombance. On cuisait des boudins, de la tête de fromage, on préparait de la soupe de porc et on faisait frire des morceaux de viande. Mais la plupart de la viande était ensuite salée ou fumée pour qu'elle se conserve pour plus tard. Les morceaux fumés pendaient au plafond de la chaumière ou dans la cheminée et pouvaient être utilisés des semaines, voire des mois après. Quand il n'y avait pas de viande fraîche, les gens enrichissaient parfois leur régime alimentaire en chassant du petit gibier. Par exemple, ils attrapaient un lapin, un écureuil ou un oiseau. Mais cela dépendait de la nature environnante et aussi de si le domaine leur permettait la chasse. Les poissons, un paysan de l'intérieur, en attrapait plutôt exceptionnellement, peut-être une truite dans le ruisseau. Mais généralement, il obtenait des protéines à partir de légumineuses et du lait de sa chèvre ou sa vache. Le lait devait être consommé rapidement, car sans réfrigération, il se gâtait vite. Souvent, on en faisait du fromage ou du fromage blanc, éventuellement du beurre, qui étaient des formes plus durables de produits laitiers. Le beurre et le saindoux servaient aussi comme principale graisse pour cuisiner. L'huile de tournesol ou de colza n'existait pas, et l'huile d'olive était une matière première d'importation chère, qui n'arrivait pas à la campagne. Pour assaisonner la nourriture, le paysan utilisait donc plutôt un morceau de lard fumé, dont la graisse fondue graissait le plat. Malgré toutes les limitations, les gens simples réussissaient à créer des plats étonnamment savoureux à partir d'ingrédients simples. Les bouillies sucrées avec du miel et des fruits secs pouvaient servir même comme dessert de fête. Les herbes de la forêt et du jardin donnaient du parfum aux soupes. Et surtout, la nourriture se cuisait souvent longtemps et lentement, ce qui rehaussait les saveurs. Il n'était pas rare qu'il y ait dans la chaumière une marmite de soupe éternelle. Dans la marmite au-dessus du feu bouillonnait constamment un mélange, auquel on ajoutait chaque jour un peu d'eau nouvelle, de légumes ou de céréales, et on en prélevait une partie à manger. Ce goulash ancestral en continu garantissait qu'au moins quelque chose de chaud à grignoter était disponible toute la journée. Même dans des conditions modestes, la cuisine était un lieu où les expériences se transmettaient de génération en génération. Les enfants observaient dès leur plus jeune âge les parents, comment ils manipulèrent le feu, comment ils reconnaissaient que la bouillie était cuite, ou comment bien couper le chou pour la fermentation.
Les connaissances n'étaient pas écrites dans des livres, mais vivaient dans la tradition populaire. Chaque région avait ses petites différences, un type de pain différent, une herbe préférée, ou un plat régional. Mais partout il était vrai qu'on cuisinait avec les ingrédients disponibles, et avec le feu comme serviteur fidèle et menace à la fois. Dans un moment, nous passerons du foyer domestique fumant à un monde complètement différent, à la vaste cuisine de château, où règne l'agitation, et où sur les feux se préparent des délices dignes des tables seigneuriales. Maintenant, nous nous transportons dans les murs de pierre d'un château médiéval ou d'une résidence seigneuriale. La cuisine de château était un monde complètement différent de la chaumière de paysans enveloppée de fumée. Imaginons une pièce vaste avec un plafond voûté, construite en pierre pour la sécurité incendie. À l'intérieur brûlent plusieurs feux à la fois. Dans un coin, une grande cheminée ouverte avec une broche, où au-dessus des flammes tournent des pièces entières de viande. Ailleurs encore, un foyer sous des marmites, avec des soupes et des sauces. Les murs épais absorbent la chaleur, et la fumée se dirige vers l'extérieur par une haute cheminée. Pour plus de sûreté, la cuisine est souvent située au rez-de-chaussée ou dans une annexe séparée, pour qu'un éventuel incendie ne menace pas le reste du château. Dans certains châteaux, la cuisine se trouvait effectivement séparée des bâtiments d'habitation, d'une part à cause du risque d'incendie, d'autre part pour que les odeurs et la fumée n'arrivent pas aux narines des hôtes nobles. La cuisine de château n'était pas seulement un trou de foyer, mais une exploitation équipée de manière complexe. Les grands châteaux avaient des fours pour cuire le pain et la viande, construits directement dans les murs. Ces fours de pierre ou de briques se chauffaient en y allumant du bois, on laissait flamber, et quand l'intérieur était chauffé, on balayait les braises ardentes sur le côté, et on plaçait la nourriture à cuire dans l'espace chaud. Par exemple des miches de pain ou un plat avec de la viande. En plus de cela, il y avait des cuves et des chaudrons pour cuire en grande quantité, souvent suspendus à des bras pivotants, pour qu'il soit possible de les écarter du feu. Il ne manquait pas de haches et de billots pour découper la viande, de longues louches pour remuer dans les chaudrons, de passoires et de tamis pour filtrer les bouillons et les sauces, de mortiers pour broyer les épices, et bien sûr de grandes réserves de vaisselle pour servir. Dans la cuisine traînaient en quantité de seaux en bois avec de l'eau, des sacs de farine, des tonneaux avec de la viande ou des poissons salés, et des bouquets d'herbes pendus aux poutres du plafond. Sur le sol couraient des animaux domestiques, des chats pour chasser les souris, parfois des chiens qui se faufilaient sous les pieds dans l'espoir de chutes de viande. La pièce de cuisine de château elle-même n'était cependant que le cœur de tout le système d'alimentation du domaine. S'y rattachèrent des espaces de stockage, le garde-manger ou chambre pour les céréales, légumineuses et le pain, la cave pour le vin et la bière, la glacière, au sens de pièces froides, pour conserver les aliments frais, et le cellier, lardé, pour les morceaux de viande et charcuterie suspendus. Dans les châteaux et palais plus grands, existaient des pièces séparées, même pour des usages spécifiques. Par exemple, la confiserie, lieu pour préparer les confiseries et pâtisseries, la laiterie, pour stocker le lait, le fromage et le beurre, ou la cuisine pour les poissons, pour que l'odeur de poisson ne dérange pas les autres plats. Une telle division détaillée, seules les plus grandes résidences nobles pouvaient se la permettre. Le château médiéval typique avait sa cuisine près de la grande salle de banquet, pour que la nourriture n'ait pas loin à aller sur la table, et à proximité plusieurs chambres pour les provisions. Le fonctionnement de la cuisine de château était animé et organisé comme une fourmilière. À sa tête se trouvait le maître cuisinier, un homme expérimenté, ou dans certains cas une femme, qui était chargé de composer le menu et de superviser la préparation des plats. Sous lui travaillait une troupe d'assistants. Les boulangers s'occupèrent du pain et de la pâtisserie. Les compagnons cuisiniers mélangèrent les sauces, coupaient les légumes et s'occupaient des chaudrons. Il ne manquait pas de forces spécialisées, par exemple le boucher pour l'abattage des animaux et le découpage de la viande, le confiseur pour la fabrication des sucreries, le brasseur s'occupant du brassage de la bière, ou le sommelier surveillant les réserves de boissons. Lors de la cuisine elle-même, vous pouviez apercevoir dans un coin les tourneurs de broches,
souvent de jeunes valets, qui avaient été pour tâche de tourner continuellement la manivelle de la broche, pour que la viande rôtisse uniformément. C'était un travail pénible et fastidieux. Il n'est pas étonnant que plus tard, on commença à utiliser pour cette corvée aussi des chiens dressés, courant dans un manège, qui actionnèrent la broche à la place de l'homme. La cuisine était aussi principalement le domaine de la domesticité de rang inférieur, mais les femmes y jouaient aussi un rôle important. Dans les cuisines seigneuriales travaillaient des femmes comme assistantes pour nettoyer les légumes, préparer les pâtes, servir à table et faire le ménage. La dame de la maison ne cuisinait certes pas personnellement, mais surveillait attentivement le fonctionnement de la cuisine. Elle contrôlait les réserves d'aliments, la qualité des ingrédients, et tenait souvent la comptabilité du domaine, pour qu'on ne gaspille pas la nourriture et que rien ne manque. Pour les jeunes filles Dieu nobles, il faisait partie de l'éducation qu'elles apprennent les recettes et la gestion du ménage, pour qu'elles puissent un jour gérer leur propre cour. La cuisine de château devait nourrir quotidiennement des dizaines voire des centaines de personnes. Outre le seigneur, sa famille et les hôtes, aussi tout le personnel domestique, les soldats, les gardes, les écuyers et éventuellement aussi les courtisans. On cuisait donc en grande quantité, par exemple pour le déjeuner. Les cuisiniers pouvaient préparer un énorme chaudron de soupe de viande, plusieurs miches de pain, des oies ou un porcelet rôti à la broche, et avec cela diverses sauces et bouillies, comme accompagnement. La viande de chasse, par exemple le gros gibier, les sangliers, les faisans et les perdrix, se servait souvent aux nobles comme délicatesse, tandis que la domesticité mangeait des plats plus simples avec les mêmes ingrédients. Par exemple, un bouillon avec un morceau de viande et du pain. Chacun dans cette hiérarchie avait à manger, mais la qualité et la variété des plats différaient selon la position du convive. La distribution des repas se déroulait selon des règles établies. À la table seigneuriale, les plats se servaient par service, tandis que le peuple simple ne connaissait souvent qu'un service, bouillie ou soupe, avec du pain. Le banquet noble avait plusieurs services à la suite. Les cuisiniers portaient la nourriture de la cuisine à la salle de banquet par un escalier spécial destiné seulement à la domesticité, pour qu'ils ne rencontrent pas les hôtes dans l'escalier principal. Sur la table, les serviteurs arrangeaient alors les plats selon l'étiquette. D'abord les hors-d'œuvre, puis les soupes, les plats principaux de viande, enfin les desserts. Mais de ce côté cérémonieux des repas, nous en parlerons dans un moment. Dans un instant, vous apprendrez de quels aliments on cuisinait alors et quels goûts étaient à la mode sur les tables royales et paysannes. La base de l'alimentation au Moyen Âge était sans conteste les céréales. Les céréales fournissaient la plupart des calories pour les pauvres comme les riches. La différence était cependant dans le type et la transformation. La plupart des gens cultivaient et consommaient du seigle, de l'orge et de l'avoine, tandis que le blé était apprécié et plus cher, donc on en cuisait du pain blanc principalement, les bourgeois aisés et la noblesse. Pour les paysans ordinaires, restait typique la miche sombre de seigle ou la galette de farine de moindre qualité. Les céréales se mangeaient aussi, sous forme de bouillie, galette ou nouilles. La bouillie de semoule de blé était une variante plus solennelle, tandis que les bouillies quotidiennes se cuisaient plutôt avec de l'avoine, de l'orge ou des pois. La farine se moulait grossièrement et finement. De la grossière naissaient les gruaux et galettes. De la farine fine, on cuisait le pain. Le millet décortiqué, aujourd'hui connu comme aliment sain, s'utilisait peu au Moyen Âge, car la culture du millet exigeait des champs nets, de mauvaises herbes, ce qui était alors une tâche difficile. Un plus grand essor du millet arriva seulement à l'époque moderne. En revanche, le riz était au XIVe et XVe siècle déjà connu, mais très cher. Il s'importait d'Orient et n'apparaissait sur la table qu'à la cour royale ou dans les riches monastères, et cela soit comme accompagnement sous forme de bouillie de riz, soit moulu en farine de riz pour les confiseries. Autre soutien du régime alimentaire étaient les légumineuses et les légumes. Les pois, les lentilles ou les fèves fournissaient les protéines nécessaires surtout aux couches plus pauvres, qui ne pouvaient pas se permettre de la viande chaque jour.
les soupes épaisses de pois, et les bouillies apparaissaient donc souvent. Parmi les légumes était apprécié le chou, aussi bien frais que fermenté. Le chou, avec les oignons et l'ail, formait la base de l'assaisonnement de nombreux plats populaires. On cultivait aussi des légumes racines, comme le navet, le rutabaga ou le panais, parents de la carotte actuelle, qui avant l'arrivée des pommes de terre tenait le rôle d'accompagnement consistant. La carotte à cette époque existait plutôt en variante blanche ou violette que orange actuelle. Les légumes étaient disponibles et bon marché, donc ils formaient une partie substantielle de l'alimentation des pauvres. En revanche, chez la riche noblesse, prévalait l'opinion que les légumes sont nourriture des pauvres et qu'ils gonflent. Beaucoup de nobles préféraient donc la viande et ignoraient les légumes dans l'assiette, ou les considéraient seulement comme décoration ou complément d'herbe. Pourtant même sur les tables seigneuriales ne manquaient pas par exemple les asperges, les petits pois ou les salades, surtout au Moyen Âge tardif, quand on commença à apprécier les types plus fins de légumes comme délicatesse. Les fruits étaient au Moyen Âge disponibles principalement de manière saisonnière et sous forme séchée. À la campagne, les gens se régalèrent de pommes, poires, prunes ou cerises au moment de la récolte, éventuellement les séchaient pour l'hiver. Les prunes séchées, donc fruits connus comme prunelles ou cruises, et les crousses de poires ou pommes étaient une importante douceur hivernale et pouvaient s'ajouter aussi aux bouillies et galettes. Les fruits des bois, comme les framboises, mûres ou fraises des bois, étaient un enrichissement bienvenu du régime alimentaire en été. Pour les couches supérieures, s'importaient aussi des fruits exotiques, figues séchées, dattes, éventuellement des agrumes comme oranges et citrons. Ceci était cependant une grande rareté, souvent plutôt un médicament qu'un aliment. Des figues et dattes séchées, se faisant des friandises sucrées pour les résidences seigneuriales. Le sucre à cette époque existait. Il s'agissait de sucre de canne d'importation, mais était extrêmement cher. Il s'utilisait plutôt comme médicament ou épice de luxe en petite quantité. On sucrait donc principalement avec du miel, qui était plus accessible. Le miel était un édulcorant universel et agent de conservation. L'apiculture était répandue, et le miel s'ajoutait aux pâtisseries, bouillies et même aux marinades de viande. Concernant la viande, sa consommation était en premier lieu une question de richesse. La viande la plus commune pour les gens ordinaires était le porc, les cochons s'élevant facilement et pouvaient s'engraisser même avec des restes. De plus, ils fournissèrent de la graisse, saindoux, pour cuisiner. La volaille, surtout poules, oies et canards, était aussi répandue, car outre la viande, elle donnait des œufs. Les poulets n'étaient cependant pas aussi communs qu'aujourd'hui, puisqu'il n'existait pas d'élevages intensifs. La viande de poulet était plutôt une friandise sur les plus grandes tables. Le bétail bovin s'élevait principalement pour la traction et le lait, dont la viande de bœuf n'était pas la plus fréquente. Elle apparaissait principalement lors de l'abattage d'une vache ou d'un bœuf usagé. Pour les pauvres, c'était une rareté. Au contraire, dans les résidences nobles, on mangeait aussi des veaux. La viande de veau était appréciée pour sa tendreté. L'élite médiévale tenait beaucoup au gibier, donc la viande de chasse. Au banquet de château se servaient des rôtis de cerf et de chevreuil, des sangliers, des lièvres, des faisans ou des perdrix. Parfois même des extravagances comme le paon. Celui-ci, les cuisiniers, après l'avoir rôti, le redécoraient avec son plumage multicolore et le posaient sur la table comme ornement, bien qu'il ne se mangeait pratiquement pas. La viande en général était un symbole d'abondance. Plus un banquet offrait de types de viande et en quantité abondante, plus grand était le prestige pour l'hôte. Tandis que le simple paysan était content d'un morceau de lard dans la soupe aux choux. La table seigneuriale regorgeait de rôtis. Les poissons formaient une catégorie spéciale, étroitement liée au jeûne religieux. Les prescriptions de l'Église chrétienne interdisaient certains jours de manger de la viande d'animaux à sang chaud, et c'est pourquoi surtout sur les tables seigneuriales s'imposèrent les poissons comme substitut lors des repas de jeûne. En Bohême étaient appréciés principalement les carpes et les brochets des étangs. Les anguilles étaient un grand délice.
En plus de cela, se mangeaient aussi des poissons de rivière, comme les truites et les cendres. Dans les pays nordiques ou près de la mer, étaient à la base de l'alimentation les harengs et morues séchées, qui pouvaient se transporter sur de grandes distances. Pour les riches, n'était tabou aucune créature aquatique. La noblesse médiévale considérait comme nourriture de jeûne non seulement les poissons, mais aussi les écrevisses, les grenouilles, et même les castors, car le castor vit dans l'eau et a une queue plate rappelant celle des poissons. Aussi les escargots étaient mis sur la table, considérés comme poissons appropriés au jeûne. Les gens pauvres mangeaient moins de poissons. S'ils ne vivaient pas près de l'eau, ils y avaient rarement accès. Lors des grandes fêtes, cependant, même beaucoup de villages servaient des places de poissons. Par exemple, à Noël se préparait dans certaines régions un brochet ou une carpe, semblablement à aujourd'hui. Il est intéressant que bien que ce soit un jeûne de viande, cela ne concernait pas la boisson. La bière et le vin se buvaient sans limitation, le vin même beaucoup considéré comme boisson appropriée pour la période de jeûne. Dans les cuisines médiévales ne manquaient pas non plus les produits laitiers, quoique loin de là pas en telle quantité et forme qu'aujourd'hui. Le lait était disponible principalement à la campagne des vaches, chèvres ou brebis. Cependant, les adultes le buvaient plutôt exceptionnellement. Il était perçu comme moins précieux, nourriture d'enfants. La plupart du lait se transformait en fromages et beurres, qui étaient des plus durables. Les fromages durs, affinés de type parmesan, connaissaient plutôt l'Italie. En Europe centrale prévalaient les fromages mous frais et le fromage blanc. Le beurre utilisé principalement les gens dans les régions plus nordiques et en altitude, où il n'y avait pas accès à l'huile d'olive. Celle-ci était une importation luxueuse de la Méditerranée, et s'utilisait surtout dans les cuisines ecclésiastiques et nobles lors du jeûne, car elle était d'origine végétale. Au sud de l'Europe, l'huile d'olive jouait un grand rôle, tandis que chez nous prévalait le saindoux et le beurre. En plus de cela existait le beurre clarifié, ghee, qui durait plus longtemps, et aussi les gratons, morceaux de saindoux rissolés, comme friandises et graisse pour cuisiner. Pour que la nourriture ait du goût, on utilisait une richesse d'épices et d'herbes. Les jardins et forêts fournissaient des herbes bon marché. Persil, aneth, menthe, thym, romarin, sauge. Avec celles-ci, assaisonnaient les plats, aussi bien les pauvres que les riches. Beaucoup d'herbes servaient en même temps comme médicaments. La cuisine était alors aussi une petite pharmacie. Mais les vraies épices, celles exotiques, devaient voyager par les pistes de caravanes et les bateaux d'Orient. C'est pourquoi elles étaient incroyablement chères. Poivre, cannelle, clous de girofle, noix de muscade, gingembre, safran, tout cela étaient des articles littéralement précieux comme l'or. Pourtant les nobles médiévaux n'en étaient pas avares. Les banquets des couches supérieures se caractérisaient par un goût fortement épicé. La combinaison de sucré et d'épicé était à la mode. Dans la viande s'ajoutèrent des prunes séchées et du miel. Les sauces s'épiquaient avec de la cannelle et du clou de girofle. On buvait du vin épicé, hypocras, avec de la cannelle et du sucre. Les livres de cuisine conservés du Moyen-Âge tardif, écrits pour les cours royales, contiennent des recettes où le rôti de viande mariné dans le vinaigre et le miel. On ajoutait des amandes et des raisins secs, et le résultat était un goût sucré piquant, apprécié des gourmets de l'époque. Les épices montraient le prestige. Plus la nourriture était aromatique et colorée, plus grande était l'impression sur les hôtes. Par exemple, un peu de safran colorait la bouillie de riz en or, ce qui faisait riche. Les épices qu'Hélène s'utilisaient cependant non seulement pour le goût, mais aussi comme conservateurs et pour leurs effets curatifs supposés. Beaucoup de recettes partèrent de la doctrine de l'époque sur la santé. Par exemple, le gingembre et le poivre réchauffaient le corps, tandis que les concombres refroidissaient. Les cuisiniers médiévaux essayaient d'équilibrer les propriétés des aliments selon l'enseignement sur les 4 humeurs corporelles. La cuisine médiévale aimait donc les goûts que nous considérerions aujourd'hui comme inhabituels. Parmi les délicatesses typiques figuraient les plats aigres doux, combinaison de miel, sucre ou fruits avec vinaigre ou vin et épices. La viande sur les tables seigneuriales se servait souvent avec des sauces de fruits sucrés, par exemple prunes ou raisins secs,
ou avec de la sauce au pain d'épices, de sorte que le plat avait un goût de pain d'épices épicé. Aujourd'hui, nous percevrions une telle association de sucré avec la viande comme une curiosité, mais alors c'était une friandise recherchée. De même, les desserts n'étaient-ils pas purement sucrés. Par exemple, les galettes levées avec saindoux et confiture se servaient saupoudrées de cannelle et de poivre. Les gens du Moyen Âge aimaient simplement les goûts marqués et les combinaisons inhabituelles, qui surprenaient dans les sens. Ce qui manquait au contraire dans la cuisine médiévale, ce sont de nombreuses cultures que nous considérons aujourd'hui comme évidentes. Ils ne connaissaient pas les pommes de terre, tomates, maïs, poivrons, ni les fèves de cacao. Ces cadeaux du Nouveau Monde n'arrivèrent en Europe qu'après l'année 1492 et dans le régime alimentaire courant, ne s'imposèrent généralement qu'à l'époque moderne. Cela ne signifiait cependant pas que l'alimentation médiévale était monotone. Elle s'appuyait seulement sur d'autres cultures. Par exemple, au lieu des pommes de terre, nos ancêtres mangeaient plus de rutabaga et de panais. Au lieu du maïs, du seigle et du millet. Et au lieu du cacao, ils se régalaient d'hydromel et de vin épicé. De toutes ces matières premières et ingrédients, les cuisiniers médiévaux réussissaient à créer des plats qui certes correspondaient aux possibilités et goûts de l'époque, mais souvent résisteraient quand même aujourd'hui par leur parfum et leur consistance. Comment de tels plats se servaient lors des banquets, et quel rôle jouait la nourriture dans la culture médiévale, nous le révélerons dans un moment. Aucun récit sur la cuisine médiévale ne serait complet sans les banquets. Des festins grandioses, lors desquels la nourriture jouait le rôle principal dans l'exhibition de la richesse et de la position de l'hôte. Imaginons un soir au château. Dans la grande salle de banquet brûlant des dizaines de chandelles et de torches, la longue table est couverte de nappes multicolores et ornée de petites branches vertes et de fleurs. De la cuisine arrive justement un cortège de serviteurs portant les premiers services. La noblesse est assise en tête de table, le seigneur du château au centre, à côté les hôtes précieux, tandis que plus bas sur les côtés sont attablés les chevaliers, courtisans et autres nobles. Juste derrière le seuil de la salle se tiennent les échansons avec des cruches de vin et de bière, prêts à remplir les coupes. L'atmosphère est bruyante et solennelle. La musique joue, les troubadours chantent, les hôtes s'amusent, et par-dessus tout cela se répand le parfum de rôtis et d'épices. Les repas au Moyen Âge avaient dans leurs règles fixes d'étiquette. Les places à table étaient strictement déterminées selon la position sociale. Plus vous étiez assis haut, proche de l'hôte, plus vous étiez un hôte important. Avant le repas lui-même, les hôtes se lavaient symboliquement les mains dans des bassins avec de l'eau et des herbes parfumées que faisait circuler un page. Puis une prière était prononcée, et le banquet pouvait commencer. Chacun mangeait principalement avec les mains et son propre couteau. On veillait donc à la propreté des mains. L'usage de la fourchette était à l'époque ancienne toujours exceptionnel, et certains moralistes ecclésiastiques la considérèrent même comme un instrument de vanité. Au lieu d'assiettes, servaient de grandes tranches de pain rassis, appelées écuelles ou assiettes de pain, sur lesquelles se posaient au rond les portions de viande et soupe. Ces fameuses assiettes comestibles absorbaient le jus des plats. Après la fin du banquet, elles se mangeaient ou se distribuaient aux pauvres à la porte. Deux hôtes partageaient en souvent une écuelle ou assiette et buvèrent dans une coupe commune. Il fallait donc un certain décorum et de la considération pour qu'ils se partagent la nourriture civilement. Pourtant, par rapport à aujourd'hui, les repas donnaient une impression quelque peu moins raffinée. Claquer de la langue ou jeter les os sous la table n'était pas exceptionnel, quoique cela dépendait de l'éducation de chaque individu. Le banquet lui-même consistait en plusieurs services à la suite, pour la conception médiévale. Cependant, le terme service ne signifiait pas la même chose qu'aujourd'hui. Un service comprenait plusieurs plats différents, servis en même temps. Un déjeuner chevaleresque ou bourgeois courant pouvait avoir autour de 3 à 5 services, chaque service comprenant par exemple soupe, rôti et gâteau simultanément sur la table. Chez les couches plus modestes, au village ou chez les savants au monastère, il n'y avait cependant que 2 ou 3 services côtes simples, par exemple, soupe et bouillie suivis d'un morceau de fromage. En revanche, aux grands banquets royaux,
ne s'appliquait aucun nombre limité de services. On servait autant de plats qu'il fallait pour éblouir les hôtes. Des registres conservés des terres tchèques de la fin du XVe siècle, nous savons que par exemple, un paysan ne pouvait, selon les ordonnances officielles, lors d'un banquet servir plus de 5 services, un bourgeois 6 et un petit noble 7, tandis que pour la haute noblesse et le souverain, aucune telle limite n'existait. Cela aussi montre comment le luxe dans la nourriture était considéré comme privilège des états supérieurs. Le premier service du banquet était souvent formé de plats plus légers, diverses pâtisseries, pâtés, pains et fruits comme hors-d'œuvre. Suivaient les soupes et bouillies. Puis venaient les services principaux de viande, volailles rôties, gibier, poisson, complétés par des sauces et bouillies épicées. Les tables débordaient littéralement de nourriture pour que chacun puisse prendre ce qui lui faisait envie. Les hôtes se servirent des portions avec les mains ou des cuillères de service des grands plats au centre de la table. Après les services de viande venait le tour des desserts, gâteaux sucrés, fruits en conserve, dattes séchées farcies aux noix, figurines de massepain et friandises similaires. Il est intéressant que certains plats, que nous classerions aujourd'hui parmi les desserts, se servaient tranquillement entre les services principaux. Par exemple, une bouillie sucrée à la cannelle pouvait arriver sur la table à côté de la viande rôtie. Les banquets médiévaux étaient du théâtre. Il ne suffisait pas que la nourriture ait bon goût, elle devait aussi éblouir par l'aspect et la présentation. Les cuisiniers rivalisaient de créativité. Sur la table apparaissaient des sculptures de glace artistiquement sculptées, en hiver, des tours de sucre et des châteaux de massepain, mais aussi des créations bizarres. Par exemple, un cochon de lait rôti, arrangé de sorte qu'il semblait être de nouveau vivant, rembourré de peau, ou le pont déjà mentionné avec un éventail de plumages multicolores. Selon le modèle de la fastueuse cour de Bourgogne, se répandit au XVe siècle la coutume de servir les entremets, plats décoratifs, qui étaient destinés plutôt à regarder qu'à manger. Par exemple, ils pouvaient apporter sur la table un sanglier rôti, auquel les cuisiniers avaient mis des défenses et sabots dorés, et dans la gueule, ils avaient placé une torche enflammée, purement pour un spectacle à effet. D'autres fois se servirent des gâteaux et pâtisseries d'animaux, desquels après découpe s'envolèrent des oiseaux vivants, où les fromages se coloraient pour qu'ils rappellent des pierres précieuses. L'imagination ne connaissait pas de limites, et le banquet noble était ainsi aussi une expérience esthétique. À un bon banquet appartenait naturellement la boisson. Le vin coulait à flots dans chaque cour noble, surtout le rouge des régions méridionales, souvent assaisonné d'épices et de miel comme c'était la coutume alors. La bière était appréciée parmi toutes les couches. Sur les tables seigneuriales se servait de la bière blanche de blé ou de la forte bière brune des moines des brasseries monastiques. Partie courante des grands festins étaient les toasts d'honneur. Les hôtes levaient les coupes à la santé du souverain, du fêté ou du saint de l'Église selon l'occasion. Il n'était pas rare qu'on rivalisât pour savoir qui boirait le plus, et l'ivresse au banquet n'était rien d'inhabituel. C'est aussi pourquoi, au début, les femmes participaient à de tels festins joyeux séparément. Dès que les hommes s'enivraient, il n'était pas souhaitable qu'ils importunent les dames présentes. Au Moyen-Âge classique, cependant, les mœurs à la cour s'affinèrent quelque peu, et les banquets communs des dames et messieurs devinrent plus courants. Les banquets pouvaient durer des heures. On mangeait tant que les hôtes avaient envie et force. Après le repas, venaient encore les toasts finaux, la prière de remerciement et parfois aussi la distribution d'aumônes aux pauvres de ce qui restait. Pour l'homme médiéval, la participation à un grand banquet était une expérience pour tous les sens et aussi une occasion de nouer des contacts sociaux. La nourriture y remplissait le rôle non seulement de subsistance physique, mais aussi de lien social. À table se resserraient les liens entre alliés, se négociaient les mariages et les accords commerciaux. Dès que le banquet était fini, venait le temps du repos. Souvent les hôtes devaient faire la sieste après une telle charge de nourriture, et les cuisiniers pouvaient se mettre au ménage et aux préparatifs pour le jour suivant. Les banquets opulents médiévaux étaient certes le privilège de la noblesse, mais même le peuple simple avait ses célébrations et fêtes,
lors desquelles la nourriture jouait le rôle principal. Lors des moissons, célébration de la récolte, ou à la fête patronale, les villageois cuisaient un meilleur pain. On abattait un cochon ou une oie, et tous dans le village festoyaient ensemble. Une fête très joyeuse était le carnaval, période de réjouissance avant le début du carême, où l'on mangeait et buvait à satiété. Les tables pliées sous les beignets, la viande et le lard, avant que n'arrive la période sobre du carême avant Pâques. Ces traditions montrent que la joie de l'abondance de nourriture est propre aux gens à travers les siècles et les couches sociales. Comme le suggère déjà le carnaval, après chaque festin suit la modestie. Et au Moyen Âge, cela valait doublement. L'art du jeûne et la capacité de conserver les aliments pour les mauvais moments étaient pour les gens de cette époque vitalement importants. De comment ils surmontaient les longues périodes hivernales sans aliments frais et quelles astuces ils utilisaient pour conserver la nourriture, nous en parlerons dans la partie suivante. L'alternance de festins et de jeûnes faisait partie du rythme de vie au Moyen Âge. Le jeûne ne signifiait pas un jeûne complet, mais une limitation marquée des aliments, surtout l'interdiction de la viande. L'Église établissait des dizaines de jours de jeûne par an. Chaque vendredi, la longue période du jeûne de 40 jours avant Pâques. La période de carnaval se terminait le mercredi des cendres et commençait l'abstinence. Puis, le jeûne avant Noël, de l'Avent, et aussi une série de jeûnes plus courts pendant l'année avant les fêtes. Au total, on ne devait pas manger de viande pendant une partie considérable de l'année. Environ un tiers des jours de l'année, les chrétiens devaient tenir le jeûne. Dans les monastères, les règles étaient encore plus strictes. La réalité était cependant telle que les gens ordinaires observaient les jeûnes avec plus ou moins de rigueur selon leurs possibilités. Pour un paysan pauvre, il n'était pas difficile de ne pas manger de viande, quand il n'en avait de toute façon souvent pas. En revanche, les riches trouvaient des moyens de contourner le jeûne avec des substituts. Comme nous l'avons déjà mentionné, les nobles se permettaient au jour de jeûne une abondance de poissons et toutes sortes de créatures aquatiques que l'Église tolérait. Beaucoup de plats de jeûne ne semblèrent donc pas du tout ascétiques. Les tables pliaient sous les carpes rôties, avec sauce aux raisins secs et amandes, sous les pâtés fins de poisson et les bouillies sucrées ornées de pain d'épices. Le jeûne ne concernait aussi jamais la boisson. La bière et le vin étaient permis même en période d'abstinence, ce que les gens médiévaux utilisaient avec joie. Il se rapporte même que surtout la bière, ils appelaient pain liquide, et en période de jeûne, la consommaient abondamment, pour chasser la faim. La capacité de conserver les aliments était pour l'homme médiéval vitalement importante, surtout pour passer l'hiver et le printemps, quand s'épuisaient les réserves de la récolte précédente. Juste après la récolte d'automne et les abattages, les ménages se préparaient pour les mois de famine. Les céréales se stockaient dans des greniers ou dans des tonneaux en bois au sec pour qu'elles ne s'humidifient pas. Quelque part, elles s'enterraient aussi, dans des fosses creusées, tapissées de paille. Le grain ainsi placé durait des mois. Des animaux abattus, la plupart de la viande se salait. Le sel était une matière première stratégique. Il s'importait par les routes du sel, et sans lui la conservation de la viande n'aurait pas été possible. La viande salée et mise en tonneaux en bois, saumure, se conservait comestible de longues semaines. Souvent elle se trempait encore avant usage dans l'eau, pour que l'excès de sel soit retiré. Une autre méthode était le fumage. Des morceaux de viande, et aussi des saucisses ou lard, se suspendaient au plafond de la cuisine enfumée ou dans la cheminée, où le lent fumage, par la fumée, séchait et conservait la viande. La viande fumée obtenait une couleur sombre et un goût marqué, et durait sans se gâter même plusieurs mois. Aussi, le séchage au soleil ou à l'air s'utilisait principalement pour les morceaux maigres de viande ou de poisson. Les poissons salés séchés comme la morue étaient une réserve importante surtout dans les pays nordiques. Pour conserver d'autres aliments, existaient d'autres astuces. Les légumes racines, carottes, persil, panais, navets, se rangèrent dans la cave dans du sable humide, où ils restaient frais tout l'hiver.
Le chou par fermentation se transformait en choucroute durable pleine de vitamines, qui durait dans la cave en tonneaux jusqu'au printemps. Les champignons et fruits se séchaient au-dessus des poêles ou au soleil. Des prunes naissaient des confitures durables, des poires et pommes des cruises, qui se mangeaient seules ou sucraient les bouillies. Le lait se transformait immédiatement en fromage ou fromage blanc, pour qu'il ne se gâte pas. Les gens exploitèrent bref chaque possibilité pour prolonger la durée de vie de leurs aliments. Les concombres, champignons ou autres fruits se mettèrent dans le vinaigre ou dans la saumure, début des concombres fermentés d'aujourd'hui. Les œufs se rangeaient dans une solution de chaux, pour qu'ils restent frais. La viande se recouvrait de saindoux fondu, soi-disant aspic, ou de bouillon gélatineux, et se conservait au frais. Le miel servait à confire les fruits sous forme de confitures et marmelades sucrées. Malgré tous les efforts, cependant parfois les réserves s'épuisaient ou moisissaient, et arrivait la famine. L'Europe médiévale connut plusieurs années de famine dévastatrices. Par exemple, autour de l'année 1315 à 1317, quand après une série de mauvaises récoltes, les gens mangeaient même ce qu'ils n'auraient normalement pas avalé. Herbes bouillies, glands, et semble-t-il arrivèrent même aux extrêmes comme manger des chevaux et l'écorce des arbres. La famine était une vraie menace, surtout avant la création de réseaux commerciaux efficaces qui auraient transporté les excédents d'une région vers une région en détresse. Pendant les années de famine, mouraient principalement les plus pauvres. Les gens sous-alimentés et affaiblis succombaient facilement aux maladies. Paradoxalement, justement, la grande épidémie de peste de l'année 1348 signifia à court terme une amélioration de la situation. La chute brutale de population laissa dans les champs plus de nourriture pour moins de gens. Dans la seconde moitié du XIVe et au XVe siècle augmenta ainsi par endroits la consommation de viande et le niveau général de nutrition. Par exemple, les sources indiquent que dans les terres tchèques du XVe siècle, la personne moyenne consommait autour de 100 kg de viande par an, chiffre comparable même à aujourd'hui. Bien sûr, tout le monde ne pouvait pas se permettre de festoyer. Le fossé entre riches et pauvres demeurait, et dans les années de mauvaise récolte, les ciseaux s'ouvraient encore plus. Il était donc très important qu'existent des réserves et de l'aide pour les pires moments. Un rôle important jouait la solidarité et la charité chrétienne. Les monastères distribuaient de la soupe aux mendiants. Les villes se construisaient des greniers de réserve pour les céréales en cas de mauvaise récolte. Et les souverains ordonnaient parfois de libérer les céréales des réserves d'État pour atténuer la faim. La maîtresse de maison, à la campagne, mettait toujours de côté une partie du grain pour les semences du semis de printemps et une autre partie comme réserve d'urgence. L'art de gérer les réserves était apprécié. Si quelqu'un dilapidait les réserves en période d'abondance, il le payait cruellement en hiver. C'était aussi une des raisons pourquoi l'Église exaltait la modération comme vertu. Chaque miche de pain et chaque sac de farine avaient leur valeur, et gaspiller la nourriture était considéré comme un péché contre Dieu et contre l'ordre du monde. D'ailleurs, dans les dictons populaires, résonne encore aujourd'hui le respect pour le pain et les aliments, qui provient justement de l'expérience séculaire de la facilité avec laquelle peut arriver la pénurie. Notre abondance actuelle d'aliments n'est vraiment pas une évidence. Le regard vers le passé nous aide à réaliser la valeur de la nourriture et du travail qui y est lié. Grâce aux livres de cuisine médiévaux conservés et aux registres, nous réussissons aujourd'hui à reconstituer de nombreuses recettes de nos ancêtres. Et souvent, nous découvrons qu'elles sont étonnamment savoureuses et stimulantes, même pour les papilles gustatives modernes. L'histoire de la cuisine nous rappelle combien nos ancêtres étaient inventifs et résistants. Ils réussissaient à utiliser pleinement les ressources modestes, ne jetaient rien, et chaque repas avait pour eux de la valeur. Aujourd'hui, à l'époque de surabondance, nous pouvons apprendre beaucoup de l'approche médiévale. Par exemple, le respect pour le pain et les aliments en général, ou l'art de traiter les matières premières saisonnières sans reste.
ce qui est une idée populaire aussi dans la tendance actuelle zéro déchet. Notre abondance actuelle n'est pas une évidence, et le rappel des temps anciens nous aide à apprécier la nourriture et le travail qui se cache derrière. En même temps, nous pouvons admirer la diversité culturelle de la cuisine médiévale. Dans différents coins de l'Europe se développèrent des traditions originales, dont beaucoup survécurent jusqu'aujourd'hui sous forme de spécialités régionales. Quand nous nous rendons aujourd'hui à un festival historique et y goûtons par exemple une galette au graton ou une bouillie au miel et noix, nous goûtons peut-être un goût similaire à celui que percevaient les gens il y a des centaines d'années. Quand nous regardons autour de nous la cuisine moderne pleine de casseroles en inox, d'appareils électriques et d'ingrédients exotiques du monde entier, nous réalisons quel long chemin a parcouru la cuisine depuis les temps médiévaux. Par exemple, ce qu'assurait autrefois le salage et fumage laborieux, aujourd'hui le réfrigérateur et le congélateur le gèrent facilement. La cuisine, qui autrefois prenait toute la journée, aujourd'hui souvent une cuisinière électrique ou même un four micro-ondes l'accélère. Et pourtant beaucoup restent identiques. Nous cuisinons encore des soupes similaires à celles médiévales. Cuisons du pain, quoique plus tendre et plus blanc qu'alors, et assaisonnons les plats avec des herbes que connaissaient déjà nos ancêtres. Et pourtant pour nous, la cuisine reste toujours le cœur du foyer. De même qu'autrefois, autour du foyer. Aujourd'hui encore, les familles et amis se rapprochent autour d'un repas commun, et la magie du plat partagé surmonte le temps. Certains plats appréciés au Moyen Âge ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, l'hydromel connaît ces dernières années une petite renaissance parmi les boissons. Nous cuisinons des petits pains d'épices épicés chaque Noël et les concombres ou choux fermentés se trouvent dans presque chaque garde-manger, comme il y a des siècles. Les épices médiévales, comme le poivre, la cannelle ou le gingembre, autrefois articles de luxe, gisent aujourd'hui dans chaque supermarché. Et nous en saupoudrons dans le thé ou le vin chaud, sans que cela nous ruine. Au contraire, les cultures qui étaient autrefois communes, par exemple le rutabaga ou l'épeautre, reviennent aujourd'hui comme délicatesse saine dans la cuisine moderne. J'espère que cette incursion dans la cuisine médiévale vous a intéressé et enrichi. Merci d'avoir entrepris ce voyage dans le temps avec moi. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas s'il vous plaît de lui mettre un like et de la partager avec vos amis. Je serai aussi content de vos commentaires et observations. Et j'ai hâte de vous revoir la prochaine fois. À bientôt.